association assez claire, encore une fois, avec les ceintures de subduction, en particulier au Chili, Pérou, dans l'Ouest américain. Mais on trouve également des IOCG, par exemple, dans la province de Grenville, au territoire du Nord-Ouest, dans le canton des Esclaves, puis également en Australie, dans les roches protérozoïques. Donc, pas nécessairement, il y a des époques favorables au protérozoïque, mais ce n'est pas nécessairement exclusif au protérozoïque qu'on va trouver les IOCG. C'est un type de gisement qui était connu depuis longtemps, entre autres Kiruna, le gisement de Kiruna, qui est situé à Norvège. Le gisement Kiruna, qui est connu depuis des centaines d'années, est un gisement essentiellement d'oxyde de fer. Donc, c'est un gisement qui était connu dans la littérature, parmi la communauté géologique. Il y a eu une grosse découverte à la fin des années 70, le gisement de l'Olympic Dam. Donc, parfois, vous allez voir gisement de type Olympic Dam. C'est des gîtes qui font partie de la grande classe des IOCG. Donc, c'est un nom qui a été introduit assez récemment dans la littérature scientifique. Si on se replace par rapport aux placères à or, par exemple, qui sont des gisements détritiques sédimentaires qui sont quand même bien connus. On sait que l'érosion des gîtes d'or ou des roches qui contiennent de l'or vont former des roches sédimentaires qui sont riches en or. Les gisements de type Olympic Dam ont été introduits assez récemment, donc la connaissance scientifique n'est pas comparable à ce qu'on va voir dans les gisements qui sont mieux connus. Donc ici, c'est une slide de 1987, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits depuis, mais quand même, c'est des gîtes qui sont encore étudiés, puis on trouve encore des nouveaux exemples et des nouveaux modes de formation. Je l'ai mis un résumé, comme je l'ai fait pour les scans tantôt. Mais c'est un court résumé qui vous permet d'avoir un survol sur les gisements IOCG. Donc, j'ai mentionné les gisements de type IOCG sont particulièrement communs au protérozoïque. Il y a les exemples, disons, les plus communs dans la littérature, je mentionnais Kiruna et Olympic Dam. Olympic Dam, qui est situé en Australie. Donc, c'est des gisements hydrothermaux dont le principal minéral de fer va être oxydé, donc hématite ou magnétite. Puis c'est des gisements qui sont, contrairement à ceux que vous avez vus au deuxième cours, avec les zones à magnétite à ilménite, c'est des gisements qui sont riches en magnétite ou hématite, mais qui sont très pauvres en titane. Donc, c'est des gisements essentiellement dont le principal minéral de fer va être magnétite ou hématite. Donc ici, j'ai mis l'échelle des temps, c'est simplement pour vous représenter qu'en fait, on peut avoir des gisements archéens. Il y en a très peu documentés. Ça le vaut au Brésil. Mais sinon, on va avoir les gisements IOCG qui vont s'échelonner entre archéens, surtout au protérozoïque, mais jusqu'au mésozoïque, donc aux époques plus récentes. Donc, c'est des gisements qui sont principalement exploités pour le cuivre et l'or, mais ils vont contenir d'autres métaux également. Ils sont exploités entre autres pour l'uranium dans certains cas. Donc, une mineralisation n'est pas nécessairement à proximité d'un pluton. Donc, généralement, c'est dans une province magmatique. Et il n'y aura pas nécessairement une association spatiale avec une intrusion. Les teneurs, donc, vous pouvez voir ici les teneurs en or et en cuivre. Donc, l'or, 1 gramme par tonne ici. Donc, les teneurs en or peuvent être semblables, ou sont relativement semblables à ce qu'on va trouver dans un gisement de type porphyre.
Donc, c'est des gisements qui ont des volumes quand même assez conséquents, des volumes relativement grands. C'est la même chose pour le cuivre. Donc, ici, vous avez 1% cuivre. Dans les porphyres, on va avoir n'importe où entre 0,2, 0,3 jusqu'à 1% cuivre. Donc, c'est des teneurs qui peuvent être semblables aux porphyres. Donc, il y a une association métallique qui peut être assez variée. Donc, va contenir toujours beaucoup de fer, les oxydes de fer. Puis il y a tout un cortège de minéraux qui peuvent être associés. Donc, on peut parler de terre rare, uranium, puis tout un cortège métallique. Généralement, ça va surtout être des gisements exploités pour le cuivre, dans certains cas, uranium et terre rare. Donc, les principaux minéraux de cuivre vont être la chalcopyrite et la bornite. C'est les plus typiques. Donc, comme j'ai mentionné, ils peuvent être polymétalliques, donc avoir tout un cortège métallique en plus du fer. Mais certains gisements qui vont être plutôt monominéraliques. Donc, essentiellement, ça va être des brèches amagnétites ou alématites. C'est le type de l'exemple de Kiruna ensuite. Donc, l'exemple de Kiruna qui est essentiellement riche en fer. À l'autre extrême, on peut avoir les gisements qui sont franchement polymétalliques. Donc, les IOCG qui vont contenir fer, cuivre, uranium, or, puis une multitude de sous-produits qui peuvent être associés. Donc, l'exemple type, ou la référence, disons, pour les gisements IOCG, depuis leur introduction dans la littérature dans les années 80, c'est le gisement de Olympic Dam, qui est situé dans le sud de l'Australie. Je vais vous épargner certains détails sur la découverte. Et c'est un gisement qui a été découvert en dessous d'une couverture, je pense que c'est près de 2 à 400 mètres, de roches sédimentaires. Donc, le gisement a été trouvé, il n'affleure pas du tout. Donc, c'est une région en Australie où c'est parfaitement plat, il n'y a pas un affleurement à des dizaines de kilomètres autour. Il a été trouvé essentiellement par la prospection géophysique. Les gens, les explorateurs, une compagnie qui s'appelle Western Mining, cherchaient du cuivre dans les roches volcaniques et sédimentaires protérozoïques. Donc, on peut voir ici, c'est une séquence de couverture protérozoïque. Il y avait des anomalies magnétiques qui ont décidé de forer, de magnétisme, de densité, qui sont tombés sur un des plus gros gisements d'or de la planète, qui est complètement différent de ce qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé un des plus gros gisements d'or, et d'uranium, qui contient également des terres rares. Donc, c'est une chance inouïe. Ils sont tombés sur le gisement de l'Olympic Dam. Donc, il est encaissé dans. C'est des roches protérozoïques, c'est des roches intrusives, puis des brèches associées, des brèches oxydées. Je vais vous montrer quelques photos, mais qui sont vraiment très, très hématisées, puis qui sont recouvertes par une séquence sédimentaire et volcanique protérozoïque. Donc, ici, vous pouvez voir l'étendue du gisement. L'échelle ici, 2 km. Puis toutes les zones minéralisées sont indiquées en noir. Donc, c'est des gisements qui vont avoir des ampleurs assez importantes, kilométriques. C'est une coupe à travers le gisement. Donc, vous pouvez voir, c'est assez complexe. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est des granitoïdes. Vous pouvez voir ici le gris le plus foncé, c'est des granites, puis des granites brichifiés. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une intrusion assez importante avec différents. Tout ça ici, c'est des faciès, différents faciès de brèches. Donc, c'est une intrusion qui a été brichifiée par l'hydrothermalisme assez important qui a eu lieu sur le site de l'Olympic Dam. Sur la section, ici, il y a une ligne qui est tracée. Vous allez voir ici une ligne blanche. En fait, c'est une ligne qui trace la distinction entre les faciès qui vont être riches en bornite à la surface
sulfure riche en cuivre, puis la chalcopyrite, qui est plus en profondeur. En fait, la bornite contient du soufre oxydé. Donc, cette limite-là peut marquer en fait une limite minéralogique, mais qui représente aussi une modification des conditions d'oxydoréduction. Puis vous allez voir, en fait, certaines des zones minéralisées, une distribution des zones minéralisées semble être associée à cette frontière d'oxydoréduction. Donc, ici, c'est une section un peu plus précise sur une roche minéralisée, sur une zone minéralisée. Donc, vous voyez ici l'échelle de 400 mètres. Puis, vous avez encore une fois la ligne en pointillé ici qui illustre la distinction entre la zone à bornite et la zone à chalcopyrite. Puis, les minéralisations en uranium qui sont indiquées par plus ou moins bien. Là. Les minéralisations en uranium correspondent à l'enveloppe qui est en pointillé ici. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une association claire entre la limite d'oxydoréduction qui est marquée par bornite chalcopyrite, une limite qu'on peut voir dans la minéralogie, puis la présence d'enveloppe à uranium. La zone riche en... C'est pas clair sur le... Mais la zone riche en or, c'est le pointillé un peu moins dense. Mais ici, vous voyez juste un pointillé. Mais en fait, ça dit que les zones à or et à uranium sont particulièrement associées à ce front d'oxydoréduction dans le système hydrothermal. Donc, on a une distinction entre une zone plus oxydante et plus réduite qui sert comme vecteur d'exploration, mais aussi qui permet d'expliquer la déposition des métaux. On va voir dans un cours subséquent sur les gisements d'uranium que l'uranium est très très sensible au gradient d'oxydoréduction. Donc, c'est pas un hasard ici que l'uranium, puis par le phénomène le cuivre et l'or, sont associés à cette frontière d'oxydoréduction. Mais on le retrouve à la frontière ou on le retrouve dans une des zones? Ben, c'est près des. L'uranium va être surtout dans la zone, déposé dans la zone oxydée. Puis l'or et le cuivre, eux, vont être surtout vraiment à la frontière entre les deux. C'est pas clair là, juste avec le projecteur, mais les pointillés sont plus clairs sur le PowerPoint. Mais c'est vraiment associé à l'échelle du gîte, à l'échelle du gisement. Il y a une association quand même entre la transition chalcopyrite-bornite, donc qui marque une zone d'oxydoréduction. Donc, c'est des exemples ici. Ernest Henry, qui est c'est pas Olympic Dam, mais c'est une zone qui est apparentée, disons. C'est une brèche à hématite qui est développée dans un granitoïde. Donc, vous pouvez voir l'étendue de l'altération hydrothermale, puis l'hématisation qui donne la couleur rouge à la brèche. Un exemple ici, donc, on voit bien les fragments de granitoïde, puis l'étendue d'oxydation du système. Donc, la géométrie peut être associée aux brèches. Donc, on peut avoir des. Dans le cas de Olympic Dam, c'est des breccia pipes, des granites bréchés. Donc, un contrôle par la porosité laissée par la brèche. Puis, dans certains cas, comme à Salobo, au Brésil, c'est des remplacements préférentiels dans des horizons sédimentaires. Donc, ici, on a une séquence volcanique sédimentaire, donc des quartzites, des gneiss. Puis au contact entre les deux, on a des waki, des roches volcaniques, qui sont particulièrement perméables, puis qui présentent des minéralisations à magnétite massive ou magnétite, qui sont riches en cuivre et en or. Donc, on a à la fois des faciès de brèche, assez typiques des gisements de l'Olympic Dam, un Ernest Henry. Puis enfin, on a des zones de remplacement dans des horizons perméables favorables.
il y a un modèle qui a été proposé pour expliquer une certaine continuité donc, entre une intrusion qui se met en place, la formation de zones de remplacement ou de brèches le long des failles, les zones de remplacement dans les horizons favorables comme à Salobo, donc dans les horizons les plus perméables et les plus réactifs. Puis enfin, la formation de Virtua Pipe, de diatrème minéralisé, dans les zones les plus superficielles, en lien avec les gradients d'oxydoréduction. Donc, c'est un modèle synthétique, simplifié, qui permet d'expliquer la distribution des zones minéralisées puis leur nature dans l'espace. Il y a un parallèle qui a été fait. D'ailleurs, on retrouve certaines des ceintures IOCG, par exemple en Amérique du Sud, dans les mêmes ceintures, dans les mêmes chaînes orogéniques, les chaînes magmatiques, où on retrouve les porphyres. Donc ici, c'est une comparaison qui est faite entre un porphyre à cuivre or, par exemple, puis un IOCG à cuivre or, donc le pourcentage métallique qui va varier. Mais ici, on a un comparatif entre les deux. Donc, la minéralogie silicative peut être relativement semblable, donc, avec des altérations en feldspath potassique, séricite. Puis on peut avoir des altérations épithermales à la surface. Il y a des grandes différences, par exemple, dans les assemblages sulfurés qu'on va retrouver. Dans les porphyres, on va souvent trouver la pyrite en abondance, ça va être le principal minéral de fer, la pyrite. On va avoir beaucoup de chalcopyrite également. Dans les IOCG, on l'a vu, le principal minéral de fer va être oxydé, magnétite ou hématite. Puis le cuivre va être présent sous forme soit de chalcopyrite ou de bornite, donc dépendant de la zone qu'on va avoir. Donc il y a un certain parallèle dans le style de minéralisation avec les altérations qui peuvent être apparentées, mais c'est surtout dans les assemblages sulfurés et oxydés qu'on va avoir des grosses différences entre les deux systèmes. Ici, je vous ai mis quelques caractéristiques là, pour vos références. On va voir maintenant un exemple que vous allez étudier plus précisément en TP. C'est l'exemple de Cuigibo. On a une collection d'échantillons qui ont été pris sur le site, puis qui montrent quand même assez bien la zonation hydrothermale du système. C'est un système minéralisé où on a une brèche à magnétite, donc c'est un système qui est riche en magnétite. C'est une minéralisation essentiellement cuprifère puis à terre rare avec un peu de l'uranium. C'est un gisement qui est présentement développé par la SOCEM. C'est un de leurs projets forts. Présentement, ils sont en évaluation des ressources en faisabilité, en étude de faisabilité. Cuigibo est situé sur la côte nord, juste au nord de cette île. Donc, c'est un gisement qui est spatialement associé. On est au nord de cette île, près de Saint-Pierre. C'est un secteur où il y a des anorthosites à fer titane. Donc, il y a là d'avoir une association spatiale avec l'anorthosite dans la région de cette île, à Côte-Nord, puis aussi dans les Adirondaques. Donc, il y a d'avoir une association spatiale, mais les deux gîtes sont complètement différents. Il n'y a pas d'association génétique entre eux. Donc, le gisement de Cuigibo est situé sur la côte nord. C'est un gisement riche en fer, pauvre en titane, donc, assez différent des gisements de limonite que vous avez étudiés dans vos TP. Donc, au niveau de la géologie, c'est essentiellement des granitoïdes. Donc, il y a plusieurs faciès. C'est essentiellement des granites. Il y a aussi des monzonites. Donc, c'est différentes facettes de granitoïdes, ici. Puis, il y a plusieurs zones minéralisées principales, zone andratite, zone malachite. Donc, c'est
des roches qui sont mises en place dans les gneiss du Granville, mais les granites eux-mêmes ne sont pas tant déformés. Donc, c'est des granites, des monzonites surtout. En arrière-plan, ici, ce que vous avez, c'est une carte magnétique qui montre les principales zones magnétiques. La distribution des deux principales zones minéralisées, Josette, malachite et andradite, avec le style de minéralisation. Donc, on peut voir ici essentiellement la dissémination de magnétite, des veines, des stopworks puis des brèches. Donc, on peut voir ici que les zones minéralisées sont centrées sur les brèches. Donc, il y a un système hydrothermal qui est centré sur les zones de perméabilité secondaire liées à la circulation hydrothermale et la formation des brèches à magnétite. La plupart des IOCG, là on a vu que les porphyres sont intimement associés à de la subduction et de l'orogenèse. La plupart des IOCG sont associés à ce qu'on appelle des granitoïdes anorogéniques. C'est des granitoïdes qu'on va trouver dans les orogenèses, mais qui ne sont pas nécessairement associés aux principales phases orogéniques. Ils ont des géochimies particulières. Très souvent, ils vont être peralcalins. Peralcalins ou métallumineux. On a vu la classification des granitoïdes la semaine dernière, hein, mais généralement, ça va être peralcalin ou métallumineux. Donc, on peut les distinguer assez facilement sur les diagrammes de géochimie en utilisant les éléments de classe. WPG, Within Plate Granite, ça correspond à la classification granite anorogénique. C'est le cas à Koujibo, Olympic Dam également. C'est des granites dits anorogéniques. Donc, les altérations qu'on retrouve, les altérations feldspathiques à microclimes, c'est les sites quartz. Donc, principalement microclimes, vous allez voir dans certains échantillons, vous voyez là, la présence de feldspathe potassique assez bien. Sur la carte, ici, les prospecteurs avaient fait des contours, ils avaient pris des relevés radiométriques avec un spectromètre. Puis à partir de ça, on peut calculer la quantité de potassium. Donc, vous pouvez voir que les zones minéralisées en andradite, malachite sont associées à des zones où on a 6 à 8 de potassium dans la roche. Donc, il y a des anomalies en potassium qui sont associées à la circulation hydrothermale puis la présence de minéralisation. Donc, ici, c'est juste une lamette pour vous montrer la présence de microclimes interstitiels avec le fameux damier que vous pouvez reconnaître au microscope. Donc, concrètement, de quoi ont l'air les roches? Il y a une progression hydrothermale qui a été proposée. Puis l'exercice que vous allez avoir à faire, c'est justement placer vos échantillons en fonction de la minéralogie et de la texture dans la paragenèse qui a été proposée. Donc, c'est des granites ou des monzonites avec de la magnétite disséminée. Souvent, on va avoir une progression entre des disséminations, des vénules qui vont se propager dans la roche, qui vont éventuellement former une brèche avec une matrice de magnétite. Donc, on voit ici le stopwork, puis la brèche à magnétite. Puis, éventuellement, on va avoir essentiellement avec des fragments de roche plus ou moins anguleux à l'intérieur. Donc, il va nous donner un aspect bréchique comme celui-ci, avec une altération des fragments qui se trouvent à l'intérieur. Ensuite, on peut voir ici, vous voyez le pointillé définit des zones riches en magnétite. Donc, il y a des fragments riches en magnétite qui sont parcourus par la suite par une zone à magnétite calcopyrite.
Donc, ce qui a été proposé, c'est qu'on a d'abord la magnétite qui se met en place, qui bridge la roche, et qui va former ensuite des ondes riches en chalcopyrite qui viennent se superposer dessus. On le voit assez bien. Donc, ici, la brèche à magnétite chalcopyrite. Puis des filons de fluorine qui viennent parcourir cette dernière brèche-là. Donc, ici, on peut voir une progression du système minéralisé entre des disséminations, des stockworks, des brèches à magnétite, chalcopyrite, puis enfin des ondes à fluorine qui viennent couper à travers. La minéralisation en terre rare puis en thorium-uranium est intimement associée aux ondes à fluorine. Donc, on peut voir ici des cristaux d'alanite. L'alanite, c'est un peu l'équivalent d'une épidote, mais riche en terre rare, qui peut contenir un peu d'uranium puis de thorium. Donc, les roches peuvent être radioactives, puis c'est des fines disséminations d'alanite qu'on va voir qui vont porter une partie des minéraux radioactifs dans les ondes à fluorine. Donc, on peut faire le pont entre la minéralogie et les altérations qu'on voit que le cortège métallique est associé. Donc, c'est la succession paragénétique qui a été proposée, la phase granitophile, où on forme le granitoïde avec la magnétite, la chalcopyrite disséminée. Une phase à magnétite où on brichifie la roche pour former le stockwork et la brèche. Ensuite, une phase à terre rare et uranium et fluorine. Donc, visuellement, on peut voir la fluorine. On peut mesurer aussi la radioactivité avec le SPP2. Puis enfin, il y a une phase à hématite qui vient se superposer sur le tout. Donc, on a vu, par exemple, dans l'Olympic Dam, le gradient d'oxydoréduction avait l'air assez important entre la chalcopyrite et la bornite. C'est à peu près dans cette zone-là qu'on avait la zone à pied, évidemment, mais aussi à or et à uranium. Puis on peut voir ici que dans le gisement de Pugivo, il y a l'air d'avoir un lien entre les minéralisations à fluor, or, terre rare, uranium, puis une transition vers un contexte plus oxydé, à hématite. C'est une relation empirique qui a été observée dans les ondes minéralisées. Reste à voir s'il y a une association génétique, mais on peut voir quand même qu'il y a un lien empirique entre des fluides oxydés puis un système hydrothermal oxydé, un peu plus réduit quand même que les ondes hématiques. Donc, il y a peut-être ici un lien avec l'oxydation du système et la déposition des métaux. Ça reste à fouiller, il y a toujours des études encore sur Pugivo qui sont en cours. Donc, mais c'est quand même un exemple qui a été caractérisé et qui a été comparé au système de type IOCG comme celui de l'EPEC. Votre TP, en partie, va être sur la reconstitution du système hydrothermal à partir des échantillons. Vous allez avoir étudié ce petit diagramme. C'est ce qu'on avait à voir pour aujourd'hui. On va le voir tantôt pour le TP. Vous allez avoir